L'engagement constant du Sénégal à faire avancer l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Interdiction de l'utilisation des téléphones portables à l'école. Le QSEMS dit ne pas être associé. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire estime que la mesure est excessive et son applicabilité va poser problème. Vous entendrez son secrétaire général El Hadj Malick Youm dans ce journal. Et puis 217 motos soumises à une vérification et 76 conducteurs ont été interpellés. L'Agence nationale de la sécurité routière ANASER en collaboration avec la police et la gendarmerie ont mené hier une opération de contrôle inopiné. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront terme à ce journal. De cette édition, Fatou Abdou Ndiaye Fall, la technique est assurée par Mohamed Thiam et Mohamed Touré. Bonjour et bienvenue. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a réitéré hier, en marge de la 80e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU, l'engagement constant du Sénégal à faire avancer l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Il a prononcé cette déclaration forte à la tribune des Nations Unies en marge de la réunion de haut niveau consacrée au 30e anniversaire de la conférence mondiale sur les femmes. Nous l'écoutons. Nous sommes là pour appeler à la poursuite de l'action et à la mobilisation des ressources afin d'accélérer la marche pour l'égalité parfaite des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. Le programme d'action de Beijing a été un tournant dans la prise de conscience sur l'obligation d'être plus juste vis-à-vis de toutes les femmes. Des progrès ont été accomplis, mais ils méritent d'être évalués régulièrement pour identifier nos faiblesses et apporter les ajustements qui permettent d'instaurer une société plus équitable et plus inclusive. L'engagement à promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes signifie lutter contre la pauvreté, garantir leur accès aux ressources économiques, à l'éducation et à la santé, accroître leur participation aux instances de décision et les protéger contre toutes les formes de violence et de discrimination. C'est ce que nous faisons au Sénégal à travers nos politiques publiques et la vision Sénégal 2050 qui place les femmes et les jeunes au cœur de la citoyenneté et de la stabilité nationale. Nous mettons en œuvre un accélérateur de progrès pour lever les obstacles persistants à l'égalité, avec des programmes pour élargir l'accès des filles et des femmes à l'éducation et à la formation. Le président Bassirou Diomaye Faye a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que le président de la Banque mondiale, Ajay Banga. Au cours de ces rencontres, ils ont échangé sur des questions d'actualité. Le président a également accordé du temps aux Sénégalais résidant aux États-Unis. C'est un compte rendu de Mamsour Notre-Amé. C'est d'abord une réunion de travail avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en début de matinée. Rencontre à laquelle les discussions ont porté sur la sécurité en Afrique de l'Ouest et la lutte contre le terrorisme. Le président Bassirou Diomaye a plaidé pour un soutien renforcé de la communauté internationale afin de consolider la paix et la démocratie dans la région. Puis le président a accordé une audience au président de la Banque mondiale, Ajay Banga. Le financement de projets prioritaires dans l'énergie, l'agriculture et les infrastructures ont été les principaux points de discussion. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de mécanismes rapides et adaptés aux besoins des populations. Par la suite, le président Bassirou Diomaye Faye a participé à une table ronde avec plusieurs homologues africains. Les réflexions ont porté sur les stratégies communes à adopter pour défendre les intérêts du continent dans les négociations climatiques, avec un plaidoyer pour l'adaptation et la réduction des émissions mondiales. Des investisseurs américains et européens ont été reçus en audience par le président Diomaye à présenter les opportunités dans les énergies renouvelables, les technologies numériques et les infrastructures portières, et réaffirmer sa volonté de créer un climat des affaires attractif et sécurisé. Et en fin de journée, il a rencontré la communauté sénégalaise aux États-Unis dans une atmosphère conviviale. Le président a salué la contribution des compatriotes au développement du pays et rappelé son engagement à soutenir leurs initiatives économiques et sociales. Une journée new-yorkaise chargée à la fois riche. Le chef de l'État participera ce mardi à l'ouverture du débat général de la section de haut niveau avec comme thème Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains. 7 heures est passée de 5 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média Africa 7. Africa 7, 90.7.
Parlons de l'interdiction de l'usage du téléphone portable dans les écoles, collèges et lycées du public comme du privé. Cette décision n'est pas du goût du SAEM. Selon son secrétaire général El Hadji Malick Youm, cette mesure devrait faire l'objet d'une large concertation. Le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire estime que la mesure est excessive et son applicabilité va poser problème. Nous l'écoutons au micro de Khalifa Babakar Fall. En cette période de l'année où nous nous acheminons vers l'ouverture des classes 2025-2026, nous considérons que c'est une mesure qui est excessive, d'autant plus que tout le monde sait que ce sera une mesure difficile à appliquer et qui est un peu paradoxale même par rapport au contexte actuel. Dans l'analyse donc de cette mesure, d'abord nous tenons à rappeler que habituellement ce que nous savions, c'est qu'on interdisait le téléphone pendant les examens et non pas pendant toute la durée de l'année scolaire. Et le deuxième élément également, c'est que par rapport à l'utilisation de ce téléphone, on aurait pu restreindre quand même l'interdiction à la salle de classe et non pas l'étendre jusqu'à l'enceinte de l'établissement. Parce que si nous prenons des pays comme la Corée du Sud, effectivement, l'interdiction du téléphone n'est valable qu'à l'intérieur de la salle de classe. Donc c'est une mesure excessive qui va prendre jusqu'au-delà de ce périmètre. D'autre part également, il faut reconnaître que quelque part c'est une mesure qui présente des limites parce que c'est une mesure à la limite paradoxale dans la mesure où quand nous constatons aujourd'hui que nous sommes en train de faire la promotion de la digitalisation, la promotion du numérique, la promotion quand même de l'utilisation de l'IA, nous savons tous quand même au Sénégal que, surtout dans les zones les plus reculées, ce qui est le plus accessible pour les élèves, pour pouvoir quand même participer à ce que nous appelons l'intelligence artificielle, le moyen le plus facile pour ces élèves-là d'y accéder, c'est le téléphone portable. Et qu'en même temps on puisse l'interdire, donc cela pose un problème et c'est une démarche paradoxale. El Hadji Malick Youm, secrétaire général du SAEMS, à l'instant, moisson fructueuse pour Anazer. L'opération de contrôle menée par l'Agence nationale de sécurité routière a permis d'évaluer 217 motocyclistes. 76 parmi eux ne portaient pas de casque, leurs passagers non plus. En collaboration avec les forces de défense et de sécurité, l'opération a concerné les sites de Ngor, Wakam, le rond-point RTS et Maliksi. C'est un compte-rendu de Sira Béatrice Ndione. Collaboration avec les forces de défense et de sécurité, l'Agence nationale de sécurité routière a lancé une vaste opération de contrôle ciblant les conducteurs de deux roues axés principalement sur le port du casque. Cette opération s'est déroulée sur 4 sites stratégiques de la région de Dakar. Atoumansi, directeur général de l'ANASER. Concernant cette opération, au total, sur les 4 sites de Ngor, Wakam, rond-point RTS et Maliksi, nous avons pu contrôler 217 motocyclistes, tout confondu, que ce soit les Jakarta, les Tchak-Tchak. Et dans ce bilan-là, donc vous savez, concernant ceux, que ce soit le conducteur qui ne porte pas de casque, le nombre c'est 96, c'est beaucoup. Je ne cesse de rappeler l'importance du port du casque. Ça, c'est le conducteur seulement. Pour le passager, nous avons dénombré 68 personnes qui n'ont pas porté de casque. Donc, c'est le lieu de rappeler l'urgence, l'importance de porter ce dispositif-là. Et c'est valable aussi bien pour le conducteur que pour le passager. Parmi les conducteurs interpellés, Saliou Mbaye, chauffeur de moto Jakarta, a été sanctionné pour non-port de casque, lance un appel à ses clients. On m'a interpellé parce que mon client ne portait pas son casque. Parfois, on lui demande de porter le casque, mais il refuse à cause de la sueur. C'est impossible de faire porter un seul casque à tous nos clients. Ils doivent trouver une solution. Je suis là à attendre pour voir s'ils vont me rendre ma moto ou pas. De son côté, Abdourahmane Fam, également conducteur de deux roues, a exhorté ses collègues à se conformer à la réglementation. Pratiquement, c'est une bonne chose pour tous les citoyens. Tu es sénégalais, tu as une moto pour faire votre déplacement personnel ou bien tu travailles avec la moto, tu dois avoir tous les papiers. C'est plus sécurisé. Aussi, port de casque, parce que moi j'ai 2 casques. L'ANASER prévoit d'étendre ses opérations de contrôle aux autres régions du pays. Parallèlement, la campagne d'immatriculation des motos se poursuit afin de mieux encadrer ce secteur. Sira Béatrice Ndione, le port du casque pour les amoureux des deux roues motorisées est obligatoire au risque de se faire sanctionner. Selon le lieutenant Mamadou Ndour, le non-respect de cette obligation constitue une infraction au code de la route. Les sanctions peuvent aller de l'amende, voire la rétention de la moto en cas de récidive. Le lieutenant Mamadou Ndour est au micro de Sira Béatrice Ndione.
Depuis un certain temps, on a noté une recrudescence des cas d'accident, raison pour laquelle l'ANASER, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, initie des opérations de contrôle routier. Mais pour cette fois-ci, le contrôle était principalement axé sur le non-port du casque. Donc il était question de contrôler les conducteurs et les passagers non détenteurs de casque. Vous savez, conformément à la réglementation en vigueur, que ce soit le conducteur ou le passager, c'est une obligation de porter le casque. En matière de sécurité routière, le port du casque est crucial. Ça peut beaucoup contribuer en cas d'accident. Le casque est un dispositif de sécurité qui peut sauver des vies. Donc il est essentiel de porter le casque. Le fait de ne pas porter le casque, que ce soit le passager que le conducteur, c'est une infraction au code de la route. Bon, malheureusement, ce ne sont que des sanctions pécuniaires. Pour le non du port de casque, c'est une contravention de 6 000 francs. Maintenant, pour l'opération d'aujourd'hui, on a innové. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de casque, s'ils sont détenteurs de pièces afférentes à la conduite des véhicules, on prend les pièces, on leur donne une fiche d'immobilisation et on les laisse la moto. Maintenant, si vous n'avez pas de pièces, par devers vous, on immobilise la moto. Maintenant, que ce soit la moto et les pièces, pour les récupérer, il va falloir présenter non seulement un casque et une facture avec laquelle votre nom est mentionné là-dessus. Vous écoutez le journal. Sur Solo Média Africa 7, 90.7 à Dakar, le statut du maire, une condition sine qua non pour la réussite de la réforme sur la décentralisation. La question s'est encore posée à Diamniadio. Les maires du Sénégal en conclave dissertent sur les pôles territoriaux. Une rencontre qui intervient 8 mois après le lancement des discussions par le ministère de l'Urbanisme et des collectivités territoriales. Des revendications ont été mises sur la table. C'est un compte rendu de Biram Kharindao. C'est dans l'atmosphère solennelle du CICAD de Diamniadio, ponctuée d'applaudissements, que s'est tenue la rencontre. Une tribune où les élus locaux ont exprimé leurs préoccupations avec au premier rang le président de l'association des maires du Sénégal, Oumar Ba, qui a mis l'accent sur une question essentielle, le statut de l'élu local. Au-delà de la revalorisation salariale déjà acquise, les maires plaident entre autres pour une reconnaissance institutionnelle, une couverture sécuritaire adaptée et surtout une meilleure considération dans le protocole d'État. Une préoccupation largement partagée par les édiles de la banlieue dakaroise, à l'image de Hassan Kassé, maire de la commune de Rufisque Nord. Pour moi, on ne peut pas parler de développement sans les territoires. Le développement, c'est à la base. Avec des territoires forts, on peut parler de développement. Et des maires forts, savoir de pair. Nous pensons qu'avec des territoires forts, nous aurons des élus territoriaux forts. Et nous espérons que ces réformes-là vont porter leurs fruits. Son collègue de Diamagun Sikap Mbao, Cheikh Aliou Bey, abonde dans le même sens, mais insiste davantage sur l'urgence de la décentralisation et le transfert effectif des ressources de l'État. Aujourd'hui, l'impression est nette, c'est que nous sommes arrivés à un point où il va falloir renforcer la décentralisation. Parce que les terroirs sont des lieux par excellence de développement. Et si on veut développer le Sénégal, pour une économie compétitive, forcément il faut une économie locale. Manque de transferts financiers, absence de couverture sociale, difficultés liées à la coopération décentralisée, les maires estiment que la mise en œuvre réussie des pôles territoriaux passe nécessairement par une amélioration substantielle de leur statut et de leurs moyens. Biram Kharindaou, l'acte 3 de la décentralisation va inaugurer une nouvelle ère à travers l'avènement des pôles territoires, véritable passerelle de développement visant à corriger les déséquilibres du passé. Une annonce faite hier à Diamniadio par le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Moussa Bala Fofana est au micro de Biram Kharindaou. Nous avons bâti, réforme après réforme, les fondations de cette décentralisation. Pourtant, une vérité persiste. L'énergie de nos régions est encore en jachère, étouffée par des déséquilibres historiques qui concentrent opportunités et populations sur une infime partie de notre territoire. Depuis plus d'un demi-siècle, le Sénégal a fait des pas de géant pour se rapprocher de ses concitoyens. Dans les années 1970, la création des communes rurales marque le tout premier pas vers une démocratie locale, jetant les bases d'une gestion plus proche des populations. L'acte 3 va plus loin avec la communalisation intégrale et l'érection des départements en collectivité à part entière, complétant ainsi le processus pour une administration plus locale et plus efficace. Mais malgré ces réformes successives, une vérité s'impose. Les territoires n'ont pas encore libéré toutes leurs énergies. Les déséquilibres restent criants. Près de 47% de la population concentrée à Dakar, Thiès
et Diourbel sur à peine 5% de la superficie du pays. C'est pourquoi, sous l'impulsion de son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, l'acte 4 de la décentralisation va inaugurer une nouvelle ère, celle des pôles territoires, véritables bassins de développement, instruments de souveraineté économique et de justice sociale. Les pôles territoires seront la revanche de nos territoires sur les déséquilibres. Le reste de l'actualité, parlons de l'insalubrité dans la région de Thiès. La ville porte encore les stigmates des dernières pluies eaux stagnantes, nauséabondes. Des ordures viennent entacher la beauté des plages devenues des dépotoirs. Malgré le slogan ou les programmes lancés par les autorités, Sama Setu Gor Sama Yité, une maison de poubelle, Cleaning Day, la question de l'application des lois et règlements se pose dans la région de Thiès. Un micro-trottoir réalisé par notre correspondant à Thiès, Adja Aminata Faye. L'insalubrité dans la petite côte est de nos jours notoire. Le littoral est inondé de déchets faits par la population. On voit partout des saletés qui rongent la plage. Vous allez dans les quais de pêche, c'est du n'importe quoi. Chacun fait ce qu'il veut. C'est difficile. Oui, pour les saletés, on a une part de responsabilité parce que les saletés sont invisibles, les saletés sont cachées. Mais il ne peut pas voir les saletés qui sont cachées pour les faire sortir. Nous gardons les saletés sous nos tables, sous nos étages, de ce fait que personne ne peut accéder à ces saletés. Avec la canalisation aussi pose problème parce que c'est bouché. Partout les canaux sont bouchés. Et ces canaux-là qui sont laissés à ciel ouvert reçoivent n'importe quel déchet. Alors quand les déchets sont dissolus, pour que la canalisation des eaux usées soit fluide, il faut que cela soit alors un liquide. Mais ce sont les déchets qui les transforment en solide. Dans la facture des eaux de Seno, il y a une partie qui est réservée pour l'ONAS. C'est de l'impôt que l'on paye. Mais un impôt ne veut pas dire alors saccager. Vraiment, il n'y a aucune sanction. Donc les sanctions, je pense que le code de l'hygiène l'a prévu entre les articles L16 jusqu'à L26. Donc de manière globale, parce que c'est les articles qui concernent les règles d'hygiène au niveau même des domiciles et même aux alentours même des domiciles. Donc la plupart du temps, c'est des amendes forfaitaires vraiment qui sont assez minimes en réalité. Et puis, direction Ziguinchor, où le secteur minier a fait l'objet d'une rencontre. Des opérateurs ont été outillés sur l'exploitation responsable et durable des ressources dans le respect des communautés. Cette rencontre discutait du thème vers une exploitation responsable et durable des ressources minérales pour un développement inclusif du Sénégal. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Biram Souley Diop, est au micro de Moussa Ndao. Ces constats ont démontré une réalité. Et la réalité, c'est que beaucoup d'acteurs du secteur, effectivement, n'ont pas maîtrisé les procédures et les textes qui régissent l'exploitation minière. Et je précise bien, ces textes ne sont pas du tout un obstacle à l'exercice de l'activité. Ce sont des garanties de transparence, de sécurité et d'équité. Ces procédures ne sont pas des lenteurs administratives. Ce sont des outils de bonne gouvernance. Et le respect est la seule voie pour assurer une exploitation responsable et durable de nos ressources. Et c'est fort de tous ces constats-là que nous avons dit. Probablement, ça va nous coûter des moyens, ça va nous coûter des efforts. Notre ambition, c'était de le faire dans les 14 régions du Sénégal. C'était ça notre ambition. Les moyens ont fait défaut. Voilà pourquoi nous avons choisi des pôles suffisamment représentatifs de collégialité pour travailler ensemble à organiser ces journées portes ouvertes. Et ces journées portes ouvertes ont pour objectif principal de sensibiliser les opérateurs sur leurs obligations légales et administratives. C'est un moment aussi pour expliquer clairement les procédures d'obtention, de renouvellement et de suivi des titres miniers. Mais c'est une occasion pour rappeler à chaque exploitant qu'il doit soumettre un dossier complet désormais et conforme. Mais en vérité, nous ne sommes pas en train de faire un plaidoyer ou une plaidoirie contre les opérateurs. Nous voulons aussi informer les populations. Aujourd'hui qu'à Ziguinchor, aujourd'hui qu'à Sédhiou, aujourd'hui qu'à Kolda, il y a des perspectives d'investissement qu'on peut encadrer, l'État étant le premier conseiller pour qu'on puisse s'investir dans cette activité-là et y trouver un résultat positif. Pour l'opérateur, pour la population, on peut s'y engager résolument. Et la volonté exprimée par l'État du Sénégal à travers la vision Sénégal 2050 et sur l'agenda national de transformation, c'est de créer les conditions. Et l'engagement pris, c'est de renforcer la DGOL pour que la poursuite sur les recherches en matériel de construction. Et c'est l'occasion pour nous encore de remercier la reine ici présente et le roi pour leur dire, vous jouez un rôle catalyseur d'acceptabilité. Et votre présence ici le témoigne suffisamment. Votre présence est symbolique. Nous devons travailler à rechercher
partout sur l'étendue du territoire national où se trouvent les ressources. Mais nous sommes un État qui encadre l'exploitation au profit, dans la préservation de l'investissement de l'opérateur, mais dans le respect des biens, dans le respect des attentes légitimes des communautés qui accueillent ces opérateurs-là. À Rufisque, un nouveau litige foncier agite la zone de Sébikotane. Le collectif des villages de Dougar, Gandoul et Ndoukoura dénonce le protocole d'accord attribuant 115 hectares de la forêt classée à la société Holding Gay SA pour l'implantation d'un port sec. Face à la presse hier, les membres contestent la légalité de ce document ainsi que l'autorisation exceptionnelle de démarrage des travaux signée le 4 août dernier par le cabinet du ministre de l'Environnement. Ils réclament l'arrêt immédiat du chantier et l'ouverture d'une enquête administrative. Charles John est le coordonnateur du collectif. Il est au micro de Biram Harindao. Nous, habitants riverains et usagers de la forêt classée de Sébikotane, tenons à informer de notre opposition ferme au protocole signé avec la société Holding Gay pour la réalisation d'un port sec dans la forêt classée de Sébikotane sur une superficie de 115 hectares. Alors, les motifs de la contestation, selon le code forestier sénégalais, toute construction dans une forêt classée est strictement interdite, sans un déclassement officiel par décret présidentiel. Ce protocole de Holding Gay autorise la construction d'un port sec avec tout ce que ce dernier comporte. Hangar de stockage, hôtel pour chauffeurs, restaurants, banque, clinique, bureau de douane, bureau administratif, et cela sur 115 hectares pour une activité privée à but lucratif. Aucune consultation publique n'a été organisée, privant les populations locales de leur droit à s'exprimer. L'autorisation exceptionnelle de démarrage des travaux est illégale puisqu'elle devrait émaner des services de la direction des eaux et forêts et non du cabinet du ministre de l'Environnement. Nous demandons immédiatement l'arrêt immédiat de toute activité liée au protocole, la suspension immédiate de l'autorisation de démarrage des travaux signée par le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement sortant, Daouda Ngom, ainsi que tout effet du protocole avec la société Holding Gay. Le repli des machines de Holding Gay et la libération de la base du chantier. La saisine immédiate de l'inspection générale ainsi que l'OFNAC pour l'ouverture d'une enquête administrative approfondie. Et puis à Hambourg, en ce mois de septembre, les rues résonnent au rythme des kankourang, une tradition censée protéger et accompagner les initiés. Elle est plutôt cette tradition au cœur de vives tensions. Cette figure mystique mandingue dégénère de plus en plus des affrontements avec les populations qui montrent leur exaspération face aux débordements notés lors des sorties des kankourang. Il invite l'État, ce sont les habitants de ces localités, ils invitent l'État à prendre des mesures. C'est un reportage d'Adia Aminata Faye. Chaque mois de septembre, les Mbourois attendaient avec impatience la sortie des kankourang, tradition ancestrale censée protéger et encadrer les jeunes initiés. Mais cette année, la peur et le mécontentement planent sur la ville. Suite aux récents affrontements, les populations se déchaînent et fustigent violemment les organisateurs. Nous, les habitants, on n'ose même pas sortir de nos maisons. Pour aller à la boutique, ça, c'est tout un tas de problèmes. Nos enfants souffrent quand ils entendent leur cri. Nous, on ne peut même pas vivre en paix au mois de septembre. Je ne sais pas si c'est une cour ou un prat. Le kankourang, c'était une cérémonie culturelle magnifique de joie et de bonheur. Aujourd'hui, avec ce que l'on voit, il faut oser le dire, ce n'est plus cette magnifique culture mandingue, mais il y a maintenant du tout banditisme, délinquance juvénile avec l'usage de la drogue, de l'alcool. S'il n'y a pas de lucidité dans ce qu'on fait, il y a logiquement du foutisme, des actes irresponsables, plus des meurtres, comme c'est le cas à Ngaparo, où un kankourang a été tué samedi à coups de briques. J'ai peur des kankourang. J'ai hâte que ça se termine. C'est déplorable. Entre crainte et colère, les Mbourois invitent l'État à prendre des mesures idoines afin d'encadrer les sorties des kankourang et prévenir de nouveaux débordements. L'État doit prendre des mesures. Prenant toutes les dispositions nécessaires pour une meilleure organisation, en prenant aussi partout toutes les mesures sécuritaires lors de ces cérémonies culturelles pour éviter ce fiasco. Parce que cette année, ils ont vraiment exagéré. Il n'y a que de la violence. Symbole de protection et de cohésion dans la tradition mandingue, le kankourang se retrouve aujourd'hui au centre controverse à Hambourg. Entre sauvegarde culturelle et impératif de sécurité, les autorités sont appelées par les populations à retrouver un équilibre pour que ce patrimoine ne se transforme plus en une source de drame. Cet élément met un terme au Togo où les autorités sortent du silence dans l'affaire Marguerite Nyakande, arrêtée la semaine dernière. Cette ancienne ministre des Armées a été placée sous mandat de dépôt hier. Selon un communiqué du procureur général de la République, elle est poursuivie pour soulèvement contre l'autorité de l'État, publication de fausses nouvelles ou encore troubles aggravés à l'ordre public dans une affaire qui, si l'on en croit le parquet, concernerait le chanteur Amron, également arrêté avant d'être remis en liberté provisoire.
Et puis l'annonce a été faite hier simultanément dans les 3 capitales, Bamako, Niamey et Ouagadougou. Les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel se retirent du statut de Rome et de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Ils accusent la CPI d'appliquer une justice sélective. Enfin, Emmanuel Macron a officialisé la reconnaissance de l'État de Palestine par la France après des mois de préparation sur le terrain diplomatique et dans l'opinion. Le président français a franchi le cap. Et puis, la seconde partie, toujours, c'est la page sportive également. Sport sur Africa 7. Sport, c'est l'affaire d'Alamine Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour Fatou Abdoulaye. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or Football, Ballon d'Or France Football 2025. Il a inscrit son nom avec de l'encre indélébile dans les annales du football mondial de la France. En particulier, Ousmane Dembélé a remporté le 69e Ballon d'Or France Foot. Cette consécration récompense une saison exceptionnelle de l'attaquant parisien de 28 ans. Ousmane devient donc le 5e joueur français à remporter le très prestigieux Ballon d'Or après Raymond Kopa en 1958, qui était donc un joueur du Stade de Rennes après avoir été donc ou avant de rejoindre le Real Madrid. Michel Platini en 1983, il a remporté le Ballon d'Or. En 1984 aussi, il a remporté le Ballon d'Or et en 1985, il s'est succédé à lui-même 3 fois consécutives. Le joueur du Juventus qui était donc de nationalité française, Michel Platini aussi a écrit son nom dans l'histoire de ce Ballon d'Or. Jean-Pierre Papin de l'Olympique de Marseille en 1991, Zinedine Zidane en 1998 avec la Juve, Karim Benzema, rappelez-vous, en 2022 avec le Real Madrid. Et aujourd'hui, Ousmane Dembélé devient donc le 6e Français à remporter donc le Ballon d'Or français, dirait-on en tout cas, de cette compétition, dirait-on, de ce prestigieux Ballon d'Or en 2025. Et chez les dames, je rappelle que le monopole continue pour Aïtana Bonmati, déjà lauréate en 2023. En 2024, la milieu de terrain du FC Barcelone a remporté son 3e Ballon d'Or consécutif. D'autres consécrations dans la nuit d'hier au Paris, en France, bien sûr. Eh bien, Gianni Donnarumma a remporté le trophée Yashin, meilleur gardien, trophée Cruyff 2025. Luis Enrique élu meilleur entraîneur aussi du Paris Saint-Germain. Lamine Yamal, 2e sur le classement du Ballon d'Or. Derrière, Ousmane Dembélé remporte le trophée Raymond Kopa. Eh bien, de l'autre côté donc, je rappelle que des Africains aussi se sont illustrés dans le classement total, dans le classement final donc du Ballon d'Or 2025. Mohamed Salah qui a occupé la 4e place du classement avec son club Liverpool. L'Égyptien revient encore une fois donc dans la course en attendant donc de voir s'il remportera bien sûr ce trophée prestigieux, le Ballon d'Or ou pas dans son histoire. En tout cas, il s'approche de plus en plus du podium puisqu'il est donc placé 4e derrière donc dirait-on Vitinha, derrière Lamine Yamal mais aussi et Ousmane Dembélé. Achraf Hakimi, le jeune défenseur marocain, occupe donc la 6e place au classement. Le Guinéen Cheikhou Guirassy c'est ici à la 21e place du Ballon d'Or 2025, décevant devant ça l'Argentin Alexis McAllister qui occupe la 22e place et l'Anglais Jude Bellingham qui évolue au Real Madrid qui occupe la 23e place. Ce classement confirme l'efficacité de l'attaquant guinéen sur la scène européenne. Par ailleurs, Guirassy a décroché le soulier d'or de l'UEFA grâce à ses performances remarquables en Ligue des Champions 2024-2025. Avec le Borussia Dortmund, il a inscrit 13 réalisations, terminant meilleur buteur de la compétition aux côtés du Brésilien Rafinha, attaquant du FC Barcelone. Et le sport, Fatou Abdou, c'est aussi parfois des dates historiques. Il était une fois, le 23 septembre 2018, au premier tour de la phase finale de la Coupe du Monde 2018 de basketball féminin, organisée en Espagne. Les Lions du Sénégal l'emportent bien sûr sur l'équipe de Lettonie sur le score de 70-69. Eh bien, cette date, pourquoi elle est historique? C'est parce que tout simplement, l'équipe nationale du Sénégal est devenue à partir de cette date, le 23 septembre 2018, la première équipe africaine à gagner un match de Coupe du Monde, notamment donc dans le cadre du basket. C'est important de ne pas oublier cette date et de le rappeler aux générations qui sont donc présentement donc dans le basket national, ou dirait-on, qui portent les couleurs de la nation pour le basket du Sénégal. Et en Angleterre, ce soir, des matchs vont se jouer, notamment en FA, comme je le disais donc tout à l'heure. Liverpool jouera face à Southampton, le jeune Sénégalais donc évoluant, ou les jeunes Sénégalais évoluant à Everton. Il s'agit de Iliman Ndiaye et de Eric Verret et de Idrissa Gana Gueye. Ils joueront aussi ce soir à partir de 18h.
19h45 avec Wolverhampton. La Liga espagnole revient donc ce soir et reprend service. La Coppa Italia tout de même va donc reprendre service avec le match Cagliari-Frosinone qui se jouera donc ce soir à 15h et à 16h. D'autres matchs. Milan AC jouera face à Lecce à 19h. La page sport, Fatou Abdou. Merci beaucoup Alain Senghor et nous restons avec vous pour la revue.